matin pour certains. Bon, nous, on va commencer notre présentation. Tu peux juste cliquer. Encore une fois. C'est parfait. Donc, on a probablement le titre le plus long du livre comme chapitre, c'est-à-dire les médias, la communication traditionnelle, le web, la circulation de l'information, l'ouverture au monde, le rôle des médias dans le maintien de la paix et le dialogue entre cultures. On va essayer de faire ça simple, de faire ça court étant 45 minutes. On s'en excuse, mais vous allez nous aider avec votre participation de toute évidence. On va se présenter rapidement. Donc, dans l'équipe, Stéphanie, Laura, bon, je débattis. Ariane, Maude, Elisabeth, Alicia, Marie-Hélène. Donc, à travers notre présentation, on va essayer de cerner certains enjeux, certains problèmes, puis certaines pistes de réflexion qui vont nous mener à écrire le chapitre, puis à peut-être développer et à moderniser un peu la conception qu'on a de la communication à travers les différents types de médias. Donc, on va commencer. Vendredi 2 octobre, je sais que ça fait loin pour vous et pour moi aussi, mais qu'est-ce qui vous a frappé? C'est la première question qu'on va vous poser aujourd'hui dans l'actualité. Qu'est-ce qui a retenu votre... Marcel. Oh mon Dieu, Marcel, hein? On ne pouvait pas passer à côté. Est-ce que tu veux un peu expliquer peut-être pour les autres que Marcel, ça dit absolument rien? Hein? Est-ce que tu veux expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en a par rapport à Marcel? Ben oui, puis on a pris exemple sur l'équipe 1, ma foi, les bonbons, on a les gens avec l'estomac. J'ai dit l'autre, par contre. Ah ben là, C'est répondre à une autre question. ben regarde, tu vas répondre à fond, t'en donneras un autre. Fait que c'est qui Marcel? Marcel, c'était. Comment dire? C'était pas le président des Jeux Olympiques canadiens. Ouais, exactement. Qui siégeait sur le comité olympique. Est-ce que tu peux nous dire un peu la nouvelle? Parce que il y avait des mains baladeuses. Ah, le coquin. Ouais, c'était un coquin. Puis Marcel, ben, je pense que c'est ça. Il a beaucoup traumatisé sa secrétaire, je pense bien. Oui. Ouais. Il est malaisant un peu. Bon, alors, mis à part le malaisant Marcel, est-ce qu'il y a autre chose qui a retenu votre attention? Là, je sais que c'est vendredi dernier, vous n'avez peut-être pas beaucoup de souvenirs, mais s'il vous plaît, faites un effort. Please, on va répondre à vos questions, à vos exposés, fait que répondez ou non. Non, pas de bonbons, personne ne veut des bonbons? Yeah, oui! Ben, je dirais que la crise des réfugiés, ça s'essouffle jamais dans l'actualité depuis quelque temps. Là. Fait Par que, rapport à la crise des... ouais, c'est ça, la crise des migrants. Puis on dirait qu'à chaque jour, on en apprend toujours plus. Puis c'est toujours aussi marquant dans l'actualité, aussi choquant, puis par rapport à préoccupant. ça, est-ce qu'il y aurait une nouvelle qui n'est pas nécessairement par rapport aux migrants, mais qui aurait pu retenir ton attention, qui s'est déroulée, qui pourrait avoir rapport aussi peut-être, je vais donner des pistes, avec l'ONU, l'OTAN, la Russie. Ah, la Russie qui a fait des attaques Oui. contre la Syrie, là, parce qu'ils sont amis avec je me rappelle plus de son nom, là, mais en tout cas, bref, par ce geste-là, s'oppose à tout ce qui est France, États-Unis, puis c'est ça. Là. Parfait. Yeah. Il y avait une autre main, mon Dieu, oui. La fusillade en Oregon. Oui. Je pense que ça remonte à vendredi. C'est vendredi. C'est vendredi. Oui, que ça s'est déroulé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres retenues dans l'actualité? Ah mon Dieu, ce vendredi a vraiment été plate. Ben, pas tant que ça, finalement. Fait qu'on va pouvoir tasser. Par rapport à ça, dans le fond, qu'est-ce qui était aussi quand même important, qu'on n'a pas vu beaucoup au Québec, mais qui a quand même été répertorié dans beaucoup de quotidiens à l'étranger, c'est vraiment en Syrie, la frappe aérienne qu'il y a eu par rapport au contexte géopolitique qu'on a actuellement dans le monde, puis de ce qui se passe avec la Syrie et tout le restant du monde, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui aurait peut-être dû prendre un petit peu plus de place, du moins. Donc, moi, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure une nouvelle internationale peut faire la une d'un journal? Est-ce que... Oui. J'ai travaillé 50 ans au Journal de Québec. Oui. Puis on avait des études qui démontraient que les nouvelles internationales, il était, je pense, c'est 36% de la population qui sont intéressés par ça. OK. Puis ils n'ont vraiment pas l'exposure qu'ils veulent. OK. Bon, mais ça reste quand même Selon les études de consommation, oui. les gens, ils nous mettaient l'équivalent de la proportion de 35% d'opinion en termes de contenu, quelque chose comme ça. Et en fait, ce que les gens ils veulent, c'est pas de la commenter, c'est de nouvelles rapportées. OK. Parfait. C'est juste pour tout ça. Oui, pour revenir à ce que vous parlez de l'évasion en Bachar al-Assad en Syrie, c'est vraiment un enjeu militaire, mais un enjeu éthique. Oui. Parce que dans le fond, il y a comme l'État islamique, puis il y a le régime de Bachar al-Assad. Oui. Fait que quel régime on soutient? Exactement. Il y a vraiment un enjeu éthique de ce point de vue-là, parce que dans le fond, peu importe quel régime,
pas correct. Non, c'est ça. L'éthique, La la moralité aussi est en en jeu. premier, est-ce que tu combats les deux? C'est ça. Là, ce qu'on voit, Aussi, il y a toujours une chinois, on partie voit qui la jaune. c'est ça, il y a toujours aussi une partie qui est très économique puis très politique par rapport à ça au niveau des grandes puissances de ce monde que sont la Russie, la Chine Les et les Chinois États-Unis. sont en train de soutenir. Mais Pardon? dans quelle mesure, au niveau international, fait la une? Oui. C'est ça votre question? Oui. Oui, Pour j'attends la réponse. Pour beaucoup? Non, exactement. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu as amené comme point tout à l'heure, c'était quand même intéressant, puis ça devance un peu. C'est est-ce que la commercialisation du contenu des journaux de masse, du moins la commercialisation, ben là, on n'est pas obligé de passer tout de suite, là, ça c'était... Bon, on va passer les unes et les autres. Non, tu peux passer les unes, finalement, on viendra. Donc, dans le fond, c'était juste pour vous montrer la une de plusieurs journaux qu'il y a eu en ce vendredi. Fait que, dans le fond, quand tu parlais de Michel Aubu et de l'Oregon, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est clairement là-dedans, hein, de toute évidence. Dans plusieurs des unes de ce vendredi, c'est ça qu'on a eu. Encore ici, le métro, le massacre sur un campus américain. Je peux changer. Bon, ça ici, le devoir, il n'était pas trop dedans, il faut croire. On parle de l'UQAM, vous avez saisi. Le Figaro, ben, on voit aussi que la Syrie, bien que ce soit un débat qui va venir toucher aussi les États-Unis, peut-être un petit peu moins le Canada au niveau du militaire et tout, ça vient quand même chercher une grande partie de l'Europe. Donc on a le Figaro ici, puis on va avoir Le Monde également, qui va en parler. Donc, tu peux changer. Pour revenir à ta question, pensez-vous que les médias de masse, ici écrits, ont perdu ou ont vu diminuer leur fonction première lors de la commercialisation des contenus? C'est-à-dire que par rapport, tu parlais d'une étude de marché tout à l'heure, qu'est-ce qui était le plus intéressant, puis qu'est-ce qui était le plus probablement rentable pour le journal, c'est l'équipe en fait, qu'est-ce qu'on se pose, c'est est-ce que justement cette commercialisation-là, puis la force de l'économie, la force de la finance par rapport à ça, vient jouer vraiment sur le choix de la une, puis le choix des enjeux actuellement qui pourraient peut-être être mis un peu plus de l'avant. Oui? Moi, je pense que c'est sûr que oui. Oui. Parce que dans le fond, ils n'ont pas le choix, ils ont une logique marchande économique, il faut qu'ils vendent le journal qui répond à leur public. Ça, c'est certain. Mais là où est-ce qu'il faut qu'on se pose, c'est comment la responsabilité des entreprises médiatiques qui ont dévié de leur rôle. Tu sais. Ouais. Parce que dans le fond, si je me rappelle bien, c'est la commission des V, le rapport Kent ou le rapport des V. C'est cette commission qui parle de la responsabilisation sociale, du rôle social des entreprises médiatiques. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est des pompes à fric plutôt que... Exactement. Quand vous avez parlé de la différence entre le fait et le faux, ils vont jouer là-dessus. Ils vont jouer aussi avec, comment on dit, intérêt public et intérêt du public. Exactement. Fait que là, dans le fond, est-ce que votre question est une question fermée? La réponse est oui, dans le sens qu'ils ont perdu, ils diminuent leur fonction première, qui est la rôle de la responsabilité sociale d'informer le public, en étant retirés d'un point de vue émotionnel ou du parti qui est, dans le fond, en étant le plus objectif possible. C'est plus le cas, parce qu'on nous bombarde d'opinions, c'est toujours des... Un entre-deux. Non, ça c'est certain. Puis aussi, qu'est-ce qu'on se posait peut-être comme question, que la question n'a pas nécessairement été posée ici, mais c'est par rapport à la moralité, justement, ou du moins, la fonction première des journaux était d'informer et tout. Est-ce qu'on perd un peu, parce que oui, on a dit qu'on perdait cette notion-là par rapport au choix des unes ou au choix des articles sélectionnés, mais par rapport à la moralité et à ce qui devrait vraiment être dit, puis aussi peut-être sur l'information que la personne devrait avoir, c'est vraiment au niveau de l'éthique et de la moralité. Donc, autrement dit, vous avez l'impression que les unes reflètent les instincts tribaux et refermés sur eux-mêmes de la population au lieu de les stimuler à s'intéresser à l'extérieur? Bien, ça, c'est certain. Pour vendre, si c'est ça? Oui, exactement. Okay. Parce que, de toute évidence, la population n'est pas nécessairement intéressée à aller s'informer ou du moins à avoir la nouvelle internationale, bien, c'est sûr que si la une n'est pas attrayante pour eux, ils ne l'achèteront pas. Donc, on va aller chercher des choses qui vont être beaucoup plus attrayantes pour eux autres. C'est comme quand il y a eu le départ des militaires canadiens en Pologne, puis que la une du Journal de Québec, si je ne me trompe pas, c'était Marie-Pierre Morin qui perdait, oh my God, Brandon Prost qui s'en allait à Vancouver. On avait donc de la peine pour elle. Mais c'est quand même une qui a vendu. Puis c'est triste de voir, c'est triste. Mais là, ça devient un point de vue personnel par rapport à moi, du moins. Mais c'est de se demander, est-ce que cette nouvelle-là était réellement pertinente par rapport aux enjeux qui se déroulent dans le monde actuellement? Puis est-ce que la population est réellement conscientisée à ce qui se déroule ou est-ce qu'ils préfèrent rester dans un genre de bulle de verre, de genre de problème de, excusez-moi en parenthèse, de riche, de genre, oh mon Dieu, pauvre elle, son copain va être à l'autre bout du Canada, je pleure. Voilà. Mais aussi, faire des reportages internationaux, ça coûte cher. Fait que tu sais, t'as comme pas le choix de faire des unes de genre
d'éco-vedettes de merde là, qui vendent justement, parce que sinon tu peux pas envoyer du monde là, Ça, c'est en certain. Syrie. Fait que c'est un peu un Non, dilemme. c'est certain, mais si on il y veut. a quand même toujours possibilité d'avoir une affiliation avec un journal, admettons, des journalistes européens ou quoi que ce soit, d'avoir une affiliation pour ça. Ouais. Souvent, on a des nouvelles internationales qui vont venir justement, c'est ça exactement, des agences de presse qui sont plus proches d'eux autres. C'est certain qu'on prend toujours en considération le point de vue financier et le point de vue économique de la chose, mais c'est à se demander, est-ce que justement, ben, on est dans une réalité comme ça qui nous dit que la finance et l'économie vont au-delà de vraiment peut-être qu'est-ce qui serait supposé être mis en une ou qu'est-ce que les gens devraient être intéressés. Mais ça reste toujours dans l'idéal, je veux dire, on n'est pas en train de remettre en cause un système puis en disant que, oh mon Dieu, demain on va changer puis vive la révolution, là, c'est pas du tout. C'est juste un idéal qu'on essaye de ramener puis de voir par rapport à cet idéal-là comment est-ce qu'on pourrait le mieux possible l'appliquer à ce qu'on vit actuellement. Est-ce que vous allez reparler ou sinon on demande à la classe, est-ce qu'elles trouvent qu'elles ont assez, les étudiants, qu'ils ont assez d'informations internationales ou trop? Est-ce que vous pensiez demander ça à un moment donné ou... On va le poser tout de suite. Alors allez-y. Qui trouve qu'il y a assez d'informations? Par contre, il y avait juste 2 mains levées OK. par rapport à ce qui s'est dit. Fait qu'après, on va repasser la question. OK, parfait. Mais comme par exemple, on parlait du niveau financier. Là. Si on prend l'exemple de Radio-Canada, qui techniquement est plus proche justement des intérêts des Canadiens, plus que, mettons, les médias qui sont plus lucratifs, si on veut. Donc, même eux ont diminué énormément leur envoyé à l'international pour justement couvrir ces enjeux-là, parce qu'en faute de budget, faute d'intérêt aussi des gens qui, pourtant, la clientèle de Radio-Canada est plus enclin à vouloir avoir de l'information internationale. C'est sûr, c'est comme un peu ce qu'on voit, là, c'est vraiment une tendance, là, mais pas juste dans justement les médias qui ont vraiment le but de vendre, mais Radio-Canada qui n'est pas sa première mission, mais de vraiment aller chercher pour les intérêts des Canadiens. Donc, c'est sûr que c'est dommage là, de voir ça, mais on dirait que c'est vraiment comme vraiment répandu là, dans tous les médias. Non, ça c'est certain. Mais je pense que dans notre chapitre ici, qu'est-ce qu'on va aller essayer de voir, c'est des possibilités pour peut-être donner un intérêt ou une vigueur de la population par rapport à certains enjeux qui se passent à travers le monde et non pas seulement genre oh mon Dieu, ben le civilisé, c'est l'exemple que j'entends, mais peut-être autre chose. Et c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être intéressant à dire dans notre chapitre. Il y a une affaire aussi qu'il faut prendre en compte quand on fait du journalisme, c'est l'élément de proximité. Même si on essaie d'inviter le monde à justement se conscientiser un peu plus sur des phénomènes internationaux et tout ça, la loi de la proximité influence beaucoup certains reportages. Moi, je me souviens, on a essayé à un moment donné à l'exemplaire de faire plusieurs reportages sur des sujets internationaux. Donc, ça ne cliquait pas, il n'y avait personne qui voulait écouter ça, mais si on parlait de quelque chose à proximité, par exemple, on parle de la Syrie, tout ça, il y a des milliers de morts, tout ça, mais quand tu regardes en termes de proportion de pertes humaines, comparé à, mettons, on va dire un exemple local, lac Mégantic, 47 personnes, là, ça rentrait, ça rentrait au poste parce que c'était à côté d'ici. Puis, parler en Europe également, la Syrie ne veut pas être plus proche de la Syrie aussi. Puis, eux autres, ils vont en accueillir encore plus. Donc, c'est normal qu'ils en parlent un peu plus dans leur une que nous, qui vont en accueillir comme, mettons, en Québec, 500, 800. On ne parlait pas de la crise migrante. Oui, mais je parle, mettons, de nouvelles internationales en général. Oui. Moi, je trouve que ce serait intéressant que dans votre chapitre, vous ayez une réflexion sur le nombre de sources en nouvelles internationales. Est-ce que tu pourrais l'écrire sur le tremblement? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu pourrais l'écrire sur le tremblement, s'il vous plaît? Si quelqu'un me prêterait son ordinateur, je voudrais le faire pour moi, ce serait l'idéal. Non. Et dans le sens, analyser combien il y en a de sources. Vous allez voir, il y a AFP, American Press. Ah, c'est sûr, on est conscient qu'il n'y en a pas nécessairement. Il y en a presque pas. Puis c'est quoi la place du journaliste citoyen dans ça? Et regardez aussi, maintenant quand on parle de nouvelles internationales, d'où proviennent les sources, qui, par exemple, qui viennent du conflit palestino-israélien. Vous allez voir qu'il y a énormément de sources qui viennent du département de relations publiques de l'armée israélienne. Quand vous dites vrai, faux, objectivité, est-ce que, même si on est exposé à la nouvelle internationale, est-ce que, elle est objective? Ah, mais ça s'en va. Pour répondre à votre question que madame a posée, moi je crois que l'information internationale est disponible. Je pense qu'il faut faire un effort pour pouvoir aller la chercher. Je ne crois pas qu'il y a un média qui est bon. Je pense que ce qui est bon, c'est d'avoir plusieurs médias, une diversité de sources. C'est ce que je pense qui est la problématique du fait que la majorité des nouvelles proviennent de 2-3 agences internationales qui vont s'abreuver avec des sources qui sont plus ou moins objectives. Pour répondre à la question, moi j'essaierais d'aller chercher une réflexion dans ce sens-là.
Ça, c'est certain. Dans le fond, c'est sûr qu'on va pousser la réflexion dans ce sens-là, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment plus au niveau un peu d'un idéal. Là. Dans le fond, on ne peut pas changer du tout au tout. C'est sûr qu'on est conscient aussi que l'économie puis le contexte géographique n'aide pas nécessairement au niveau des contextes. Puis je veux dire, quand c'est des trucs comme ça qui se produisent dans des pays où est-ce que le danger est quand même là, quand les diplomates de certains pays se font enlever de ces pays-là pour justement la sécurité de ces personnes-là, c'est sûr que c'est toujours plus difficile d'aller chercher un journaliste qui va être intéressé à aller courir le terrain. Puis au niveau de tout ce qui va l'entourer, ça va être dispendieux, au niveau des assurances, au niveau de peu importe. Mais c'est certain que la réflexion va être poussée dans ce sens-là. Bon, on va passer à la prochaine personne. Ma foi, Vous ferez le petit sondage quand même à un moment donné, hein? Alors maintenant, on va vous présenter quelques caricatures pour essayer d'avoir vos avis, ce que vous en pensez, ce que vous voyez à travers ces images-là. Alors la première image, on voit, donc je donne d'abord mon avis, vous me direz après ce que vous pouvez rajouter, etc. Donc sur la première image, donc, on voit quelqu'un qui est totalement manipulé par les médias, on voit que c'est une sorte de pantin. Là on voit que c'est la télévision, mais ça peut être d'autres médias, mais sur cette caricature-là c'est la télé. On voit que ben voilà, il gobe toutes les informations qu'on lui donne, il écoute seulement la télévision, il ne cherche pas plus de sources que ça. Toutes les informations qu'il reçoit, c'est seulement donc, les informations de la télé. Je ne sais pas ce que vous voyez d'autre à travers cette caricature, ce que vous en pensez, vos avis. Oui. Je vais laisser la place aux autres. Hein. Il y a quelqu'un qui est là. Un peu large. Je trouve que c'est facile d'avoir accès à un média qui des informations sans avoir à nécessairement faire des efforts pour trouver qu'est-ce qu'on veut vraiment savoir sur le monde, dans le monde rapproché. Puis oui, on est manipulé d'une certaine manière, mais à mon avis, il y a tout le temps une façon de pouvoir sortir de cette espèce d'encadrement-là. Puis voilà. Oui. Moi, je pense que si c'était, comme vous posez la question, comment les médias nous manipulent-ils? Ça veut dire que dans le fond, il y a une vérité qui est sous-entendue là-dedans, c'est donc que nous sommes manipulés par les médias. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Moi, je ne suis pas d'accord puisque j'exerce l'esprit critique. Et bam! Ça, c'est chacun son avis, hein? On est là pour en discuter justement. Exactement. C'est très bien. Oui. Pour revenir, à quel point c'est possible? Je veux dire, si depuis que tu es tout jeune, là, je voulais juste des bonbons. Mais si depuis que tu es tout jeune, tu vis dans le fond avec les médias, puis tu te fais influencer par les médias, puis que là, aujourd'hui, tu te dis, bon, ben moi, j'exerce mon esprit critique. À quel point tu sais faire la différence entre genre, là, vraiment, je suis en train de l'exercer, puis genre, là, je suis en train de retourner dans les patterns que je vis depuis que je suis tout jeune, dans le fond, peut-être. Des fois, tu n'es pas habitué à ça. Oui, des fois, c'est tellement flagrant que tu vas dire, ah, ben là, c'est sûr, tu sais, je suis pas calme. Mais à quel point est-ce que ça le fait de manière tellement insidieuse que tu t'en rends même pas compte? Tu es tellement pris dedans, tellement dans la caverne fort, là, genre, tu peux pas sortir. C'est quoi la question? Ben, la question, c'est à quel point tu penses que tu as un esprit critique vraiment, tu veux l'appliquer comme tellement bien que genre, les médias n'ont aucune influence sur toi. Mais si je comprends bien ce que tu dis, donc tu t'aurais fait construire, tu serais devenu toi-même à cause d'une cause extérieure et non d'une cause intérieure. Oui, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont vivre avec justement ça, sans nécessairement pousser leur réflexion eux-mêmes ou être éduqués dans un environnement où est-ce qu'on va les pousser à développer un esprit critique et à se questionner sur ce qu'on leur donne. Il y en a beaucoup qu'on leur dit juste, ben les médias, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que c'est ça. Mais c'est pas nécessairement ça. Puis je veux dire, je pense qu'on est tous un peu critiques ici, mais dans certains sujets ou sur certains points, c'est sûr que des fois, on va être plus peut-être porté à... Vous vous rappelez, c'est introduction à la communication, la gender building, la conséquence, c'est l'agenda setting. Oui. C'est quoi la limite de ce modèle de communication-là? C'est que oui, on peut prioriser. Oui, on peut prioriser. C'est simple, mais c'est simple. Oui, on peut prioriser les enjeux, la hiérarchisation des enjeux dans l'espace public, oui. Mais on ne peut pas faire prendre le billet qu'on veut aux gens. C'est ça la limite. Non, donc, affirmer cette chose-là, ça serait un peu de dire que nous, ici, nous sommes tous conditionnés à ce que la petite boîte nous dit. Déjà, on n'affirme rien, on pose la question, Parfait. Et c'est justement ça qu'on veut amener, c'est le débat avec les avis Parce de que différentes si je connais personnes. un acte criminel sous une reproduction de comportement que j'ai vu à la télévision,
est-ce qu'on va dire que j'ai pris la décision de le faire ou est-ce qu'on va me dire que j'étais manipulé par les médias? Ben écoute, là, je pense qu'on s'éloigne un petit peu de la question. Non, parce qu'on parle de l'esprit critique, Ben, écoute, de je pense que- non, mais la que- capacité à prendre Oui, des mais décisions. c'est nous qui avons fait cette caricature. En fait, c'est nous qui l'avons D'accord. présenté, mais c'est pas nous qui l'avons Non, mais je pense que là, il y a une nuance que D'accord. je pense qu'il y a une nuance que tu n'appliques pas. Sincèrement, je pense que là, c'est de passer du blanc au noir totalement. Nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est que ton esprit critique, oui, on est tous à l'université, OK? Puis là, c'est absolument pas pour dégrader personne. C'est absolument pas pour mettre personne à terre, quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a des gens, oui, malheureusement, il y a un mais. On n'est pas tous là à pouvoir développer cet esprit critique-là. Puis je dis pas que c'est juste à l'université qu'on développe ça, pas du tout. Je pense que c'est dans la vie en général. Mais on est des gens ici qui, sommes tous à avoir un esprit critique qui est tout de même intéressant, dû au fait que l'université nous enseigne à justement avoir un point de vue critique et à développer notre analyse. Mais c'est que je pense que là, tu tombes un peu dans l'exagération. Puis, ben oui, écoute, je pense qu'il y a une différence. Il y a une différence entre manipuler et influencer. Oui, mais il y a une différence. Ben écoute, peut-être que le choix de mots n'était pas nécessairement le bon, on s'en excuse. Il y a une mauvaise intention dans manipuler. Ben écoute, la connotation était peut-être négative, oui, je te l'accorde. Mais qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que je pense, puis comme ton collègue l'a dit à côté, c'est de dire merci les filles de le changer, c'est gentil. Mais là, il y a d'autres mains levées, on va aller vers ceux qui n'ont jamais parlé. Elles sont là, elles ont levé la main. On Moi, c'était juste en réponse un peu. Je pense que je comprends ce qu'Elisabeth veut dire, c'est qu'il y a une nuance dans ce que tu dis. Que oui, tu as un esprit critique, mais ton esprit critique, c'est pas la science infuse non plus. C'est pas la vérité qui coule dans les veines. Puis, dans le fond, tu sais, la télévision, oui, quelque part. Moi, merci. Je t'aime pareil. Mais je veux dire, même si tu as une opinion, ton opinion va tout le temps être orientée par ce que tu vois. Tu vas avoir tout le temps une opinion par rapport à ce que tu vois, que ça t'influence positivement, que ça t'influence négativement. Il y a, je veux dire, la télé n'existe pas pour rien, puis oui, il y a l'agenda setting, mais il y a d'autres théories qui ont poussé ça bien plus loin que l'agenda setting. Puis je pense que le mot manipuler, il y a une connotation là-dedans, mais je pense que la connotation avait sa raison. C'est juste pour répondre. Nombre de personnes qu'on entend dire « Oh, mais je l'ai vu à LCN. Oh, mais je l'ai vu à TVA. » Tu sais, je veux dire, ces gens-là, c'est bien gris, mais non, ils n'ont pas fait « Ah, alors je vais me poser la question, et qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Je vais aller m'informer ailleurs. » Tu sais, il y en a des gens, c'est dommage, qui, oui, vont prendre une sauce. Je veux dire, je pense qu'on l'a tous déjà fait aussi, là, des fois, là, quand on dit des travaux, quoi que ce soit, puis on fait juste genre « c'est vrai. » Puis on n'est pas allé voir plus loin. Mais il y a un monopole aussi, là, je veux dire, la même nouvelle, elle répète. Tu le vois, je pense que j'ai les mêmes cours que toi partout cette session-ci, mais on le voit dans d'autres cours où c'est tout le temps la même nouvelle qui est reprise. Même si elle teintée un peu différemment, ça reste la même nouvelle pareil. L'information, même si tu vas la chercher au bout du compte, ça reste tout le temps la même. T'sais, les opinions, c'est bien rare qui sont hyper opposées. Il y a bien trop d'estimation là-dedans. Fait que même si tu dis que tu as un esprit critique, je suis vraiment contente pour toi que tu l'aies, mais moi, je considère que j'ai de la misère à en avoir un des fois parce que j'ai l'impression qu'on me lance tout le temps la même information, mais remarcher différemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Je vais juste rajouter que mon impression, c'est que les jeunes, c'est nous, les nouvelles générations, on est vraiment plus à la quête justement d'une information qui va être véridique et objective. Je prends par exemple ma mère qui va vraiment écouter justement qui dit « Ah, ça le dit LCN, fait que c'est ça, c'est vrai. » Puis je suis comme, tu sais, comment tu peux-tu aller voir, tu sais, va chercher ailleurs aussi, prends pas tout ce qu'ils disent pour du cash. C'est ça. C'est vraiment ça. J'ai juste l'impression que nous, on est les futures générations, puis je nous inclus qu'on dirait qu'ils ne peuvent pas nous passer un sapin. On va essayer vraiment plus de savoir, ouais, mais c'est vraiment vrai ce que tu me dis, mais tu sais, puis tu le vois aussi beaucoup sur les médias sociaux, donc les jeunes, les gens vont réagir. C'est sûr, là, ils ont la plateforme pour le faire qu'il n'y avait pas avant. J'ai l'impression que c'est comme encourageant. Je trouve que les gens vraiment là, sont comme non, je ne vais pas tout croire ce que tu me dis. On va prendre une dernière intervention sur cette diapo. Oui, bien aussi, les journalistes, là, les recherches sur journalistes disent que, il y a comme un couloir idéologique, là, que quand tu pratiques le journalisme, un jour, à un moment donné, tu vas peut-être aborder un sujet et tu vas sentir que tu es en train de te buter aux parois du couloir. Puis si les journalistes ne peuvent pas traiter de tous les sujets dont ils ont envie de traiter, ben, je pense que d'une certaine manière, oui, ils nous influencent. Là, puis les conglomérats médiatiques, ils appartiennent à des gens qui ont des intérêts privés aussi, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas être totalement objectif de toute manière. Moi, je pense que oui. C'est normal. Les médias, ils financent pas la révolution. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est normal. Prochaine diapo.
Donc là, on est toujours dans les caricatures, on va peut-être les passer, comme ça on pourra parler d'autres choses. Mais comme voilà, vous les voyez, on en avait trouvé quelques-unes qui restent toujours dans la même idée de la manipulation des médias. Là, on va peut-être juste rajouter rapidement qu'on n'est pas dans la seringue hypodermique, n'est crainte, là. On n'est pas là-dedans, puis on ne pense pas que les médias nous alimentent à coups de seringue d'informations, puis que les gens la gobent tout bonnement. On ne fait pas une généralité non plus. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont des esprits plus critiques que d'autres, mais voilà, on pense tout de même que souvent les personnes regardent soit la télévision, « Ah, j'ai entendu ça, c'est bon, j'ai la science infuse, c'est ça, c'est la vérité », ou bien sur Facebook, toutes les nouvelles souvent qui sont fausses, qui circulent, j'ai déjà entendu « Ah, Kanye West va se présenter au présidentiel, etc. etc. » alors que pas du tout, j'ai au moins 20 personnes qui ont vu ça dans la même journée, alors que c'était juste une petite information sur Facebook qui était totalement erronée. Donc voilà, c'est à ça qu'on veut essayer d'amener, et donc à vous dire qu'il faut essayer d'être un petit peu plus critique. Suite à ça, la questionnement qui découle en fait des interventions de mes deux collègues qui ont passé avant moi, c'est la façon dont les médias sélectionnent leur information. Il y a eu un sujet qui a été abordé dimanche passé, pas hier, mais le dimanche avant, à Tout le monde en parle, la matricule 728 qui est passée en entrevue. Et que ça a fait réagir plusieurs personnes suite à cette entrevue-là. Les gens ont comme changé leur fusil d'épaule un peu, dans le sens où elle a eu la chance de s'exprimer, ce qu'elle n'avait pas eu la chance, c'est assez dommage, mais dans les années, suite après l'événement, ça a pris 1 an et demi, 2 ans avant que... Ça fait 2 ans. Avant qu'il y ait une entrevue. Oui, parce que c'est au printemps 2012, c'est pendant les... C'est ça. Oui, pendant le printemps. Donc, je vais vous montrer des extraits de justement ce qui s'est dit par rapport aux médias dans cette entrevue-là. Et là, vous avez raison d'avoir choisi Tout le monde en parle, parce que c'est vraiment la grande conversation québécoise, le cœur de la culture, oui. Donc ça, c'est la vidéo qui a été diffusée sur YouTube et partout. Effectivement, on s'est rappelé du numéro et ça a passé sur YouTube. Ces images vous ont valu les blâmes de STVM et d'une grande partie de la population. Pourtant, vous dites n'avoir aucun regret et que vous agiriez de la même manière si c'était à refaire. Pourquoi? Bien, il faut comprendre que dans cette situation-là, on était dans le milieu d'un émeute. Et évidemment, j'ai des boss qui me donnent des ordres. Et j'avais l'ordre formel de laisser passer personne vers l'Est. Il faut comprendre qu'il y a un ordre de dispersion quand il y a un émeute. Et quand la police te dit de t'en aller, bien évidemment, il faut que tu t'en ailles. Si tu ne le fais pas, il va y avoir des conséquences. Ces gens-là refusaient systématiquement de s'en aller. Non seulement ils refusaient de s'en aller, mais ils forçaient la ligne, physiquement nous rentraient dedans, essayaient d'attaquer les chevaux. Donc, moi, c'est vous qui êtes au front, pourquoi les autres ne bougent pas? Parce que moi, sur cette ligne-là, c'est moi la plus vieille, c'est moi qui étais la mieux équipée, c'est également moi qui étais un agent saignant. Ça donne service. Alors, c'est un peu pour ça que si j'aurais à refaire, je referais exactement la même chose. Mais si avec la jeune fille sur la ville qui devait être comme ça. Cette jeune fille-là, ça fait 15 fois que je la repousse à ce moment-là. Donc, c'est toutes les choses qu'on voit pas. Ça a marché. Oui, c'est ça. Et puis, il vous voit jusqu'à la fin quand même. Ben oui. Mais la raison pour laquelle on a monté cet extrait-là plutôt que les montages qui circulaient, c'est peut-être parce que les autres policiers n'ont pas l'air de les élever. Non, mais les autres policiers, il faut comprendre qu'il y en a là-dedans qui étaient avec un peu moins d'expérience, puis eux, ils gardaient leur ligne. Moi, j'avais été la seule à posséder cette arme-là, donc je me suis promenée de l'Est vers l'Ouest. Et j'avais une responsabilité de garder ma ligne.
Mais moi, je pensais que c'était les policiers sans expérience qui pognaient les nerfs et non pas les policiers. Non, ben, malheureusement, je pense pas qu'on voit que je pogne les nerfs là-dessus. Je pense que je suis assez calme, on ne voit pas crier, je gesticule pas. On n'a pas l'impression que c'est ces personnes-là qui ont été poivrées, qui étaient c'est eux qui forçaient les lignes, c'est eux qui voulaient s'en prendre au chaud. On se fait lancer toutes sortes de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Si je vous dis qu'il y a des gens qui étaient là spécifiquement pour nous lancer de l'acide au cou, parce que le cou était dégagé, c'est toutes des choses que les gens ne savent pas, puis c'est pas, quand on est dans le milieu d'un émeute comme ça, c'est pas une joke. Là. Non, je comprends qu'il y a certainement des agitateurs dans des manifestations, il y a autant de monde. Oui, il y en a. Puis c'est malheureux parce que ça a duré 45 minutes, on voit seulement 30 secondes, et tous les médias étaient là. Ils n'ont pas filmé toutes les 45 minutes, ils ne l'ont pas mis dans le contexte, 30 secondes, puis on dit c'est ça, c'est une bavure, c'est ça. Évidemment, ça vous a mis sur la map. Tout le monde au Québec vous connaissait. Et quelques mois après, vous avez été impliqué dans un autre événement très controversé survenu en octobre 2012 sur le plateau Mont-Royal. Des images saisissantes vous montrant en train de procéder à l'arrestation musclée d'un homme. Est-ce que ça vaut voir? Il y a des bons côtés justement à. Je comprends que ça peut être stressant d'avoir un téléphone d'en face, mais il y a des bons côtés justement. Est-ce que tu penses, excuse-moi, je t'ai tutoyé? Solide. Oui, cool. mais ça évite certaines bavures aussi. Tout le monde nous regarde tout le temps. OK? On débarque dans notre auto, on se fait regarder, on mange, on se fait regarder, on intervient, on se fait regarder, on se fait constamment regarder. Et jamais on s'entrevue que tu peux intervenir et qu'il n'y a pas personne alentour de toi. Donc, c'est consciemment que tu sais que tu vas intervenir. Mais, OK, mais si tu es capable d'expliquer tes interventions, qu'est-ce qu'il y a de mal? Moi, j'ai été blanchi pour le poivre de Cayenne. Ça, on ne l'a pas mentionné. On a fait des grosses enquêtes. Ça a pris 18 mois avant qu'on dise, écoute, elle a fait sa job. Mais aux yeux de tout le monde, j'ai fait une bavure. Pourquoi? Quand vous intervenez sur le plateau Montréal. Suite à cette entrevue-là, c'est justement pour ces citations qu'elle a dit. J'ai été blanchie, mais les médias ne l'ont pas dit. La vidéo a duré la scène a duré 45 minutes, mais les médias ont montré là, 30 secondes où ce que j'agissais. Suite à ces citations-là, il y a beaucoup de personnes qui ont changé leur fusil d'épaule, pas qui ont dit que c'était correct ce qu'elle avait fait nécessairement, comme moi, je suis pas plus d'accord avec la manière qu'elle a peut-être interagi, mais dans le sens où ça nous a apporté à se questionner dans pourquoi les médias n'ont pas montré cette facette-là de cet événement-là, parce que est-ce que c'est parce que ça n'allait pas dans la vibe que les gens ressentaient à ce moment-là, d'haïr le matricule 728 puis d'être pour les étudiants, ou peu importe la cause qui se passait dans ce moment-là? Est-ce que c'est parce que ils ne voulaient pas justement aller à l'encontre de tout ce qui avait nourri comme sentiment face à cette femme-là? Est-ce que dans le fond, est-ce que vous pensez qu'ils ont manqué un peu à leur devoir de nous informer justement? C'est ça la question qu'on veut vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de la manière que les médias ont traité cette information-là puis à ce qu'elle dit dans cette entrevue-là? Est-ce que vous avez une opinion sur ce qui s'est passé? C'est certain que quand tu es un média et que tu es dans un contexte comme ça, un complexe de conflit, évidemment, c'est bien d'aller chercher tout ce qui se passe, le point de vue de l'un, de l'autre, le contexte de la nouvelle. Je suis quand même, moi, d'avis que peut-être ils ont manqué un peu le coup, parce que c'est certain que quand tu as comment je dirais ça, un contenu aussi saisissant que ça, tu une policière qui poivre comme ça qui poivre des étudiants comme ça a l'air brutal, puis tout ça, c'est certain qu'ils savent que leurs compétiteurs, c'est ça, mettons, je fais Radio-Canada puis Journal de Montréal, ils savent clairement que le Journal de Montréal va faire sa une avec ça, fait que on va laisser faire le contexte, puis on va faire ses efforts avec ça. C'est pas nécessairement la meilleure façon de faire du journalisme, selon moi, là, mais malheureusement, ils ont manqué de coup là-dessus. Qui va faire le plus réagir les gens? Mais ça dépend des médias, voyons. Parce que moi, je me souviens d'avoir lu un entrefilet disant qu'elle avait été blanchie. Un entrefilet, mais ça l'a passé à les médias les plus écoutés, parce que moi, je l'ai pas vu. Moi, j'ai quand même suivi cette nouvelle-là. Ça n'a pas été une information qui était assez accessible comparée aux 30 secondes de cette vidéo-là qui a fait le tour du monde quasiment en une semaine. Là. Je veux dire ça, cette madame-là, après, je suis pas plus de soutien, je veux dire, je l'aime pas plus qu'il faut, mais elle a quand même perdu sa job, qu'elle avait étudié toute sa vie pour y arriver. Puis elle a dit à la fin d'entrevue, il faut qu'elle se refasse une santé. Elle a été des années bâchée par le monde. C'est fini, marcher dans la rue, pas se faire reconnaître, puis être aimée. Là. Mais je pense que si les médias avaient peut-être diffusé l'intégralité de l'événement et de ce qui s'est passé, puis nous avaient donné une fenêtre ouverte plus partiellement, si on veut, sur cet événement-là, on aurait peut-être pu avoir une vision différente ou plus globale, ou être capable de se faire une opinion du moins plus impartiale, plus d'ensemble. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait quelque chose à dire par rapport à cette entrevue qu'on a vue là?
personne que ça l'a touché plus que ça, ce qui s'est passé dimanche passé, à tout le monde en parle. Oui? Tout le monde est tellement fâché, puis on c'est pas pour tout pour moi. J'aime bien fâcher avec les gens qui me disent qu'elle a fait du bavure, plutôt qu'elle a été blanchie, parce que c'était pas correct. Même si elle a été blanchie, c'était pas correct. On peut peut-être rester fâché après les gens. C'est comme une surcote, même si elle avait été blanchie, ça, je suis pas du tout d'accord. Mais on était fâchés après. Fait que même si les médias auraient. Moi, même si je leur ai entendu, regardez, elle a été blanchie pour ce qu'elle a fait, je suis quand même fâchée après, puis mon opinion ne changera pas. Mais pourquoi? Parce que, est-ce que ça pourrait être parce que, normalement, la police, elle est là pour protéger les gens et pas les attaquer? Est-ce que c'est lié à ta représentation de ce que la police doit faire, puis tout d'un coup, tu la vois faire complètement autre chose? Mais non, mais je trouve ça correct, justement, que les médias nous l'ont regardé, elle a fait une bavure, cette femme-là. C'est comme, ils nous l'ont montré. Peut-être que pour le système policier, toute la police, c'est pas une bavure, mais elle a fait, il ne faut pas que ça se reproduise non plus. Là. C'est pour ça qu'on les montre. Fait que je trouve ça correct. Peut-être qu'ils ne nous l'aient pas trop montré qu'elle a été blanchie. Il faut qu'on s'en rappelle que ça arrive. Dans le fond, je trouve que c'est correct qu'on n'ait pas montré qu'elle a été blanchie parce que le comportement policier ne devrait pas se reproduire, c'est ça? Parce que c'est des choses qui ne devraient plus arriver. C'est comme, je pense pas qu'on ait besoin de la violence physique pour en arriver là. Malheureusement, c'est arrivé. Ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Il y a quand même, dans l'évolution des mœurs, à un moment donné, je veux dire, si la force de... En tout cas, c'est pas le but de notre exposé. Non, ouais, non. OK, on va changer, on va prendre notre baby. Je vais revenir un peu là-dessus. Je veux dire, si elle a été blanchie, justement, là, est-ce que ça veut pas dire que son comportement était bien correct et bien normal, donc elle n'avait rien à se reprocher? Donc, est-ce qu'on peut vraiment comme dire que le comportement qu'elle a eu ne devrait pas se reproduire, alors que tout le monde a dit justement que c'est le comportement qu'elle devait avoir? Donc, je veux dire, je pense que ça aurait été important de le mentionner, ou du moins d'en faire une meilleure, parce que, dire, elle, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu, comment dire, elle s'est fait vraiment ramasser dans le fond, puis c'est ça, elle a vraiment été prise pour bouc émissaire, puis ça a vraiment été comme la victime, je dirais, dans tout ça, parce qu'à la fin, elle a fait sa job, puis elle a bien fait, puis tout le monde a d'elle une opinion juste entièrement, complètement fausse et négative. Mais il y a eu le deuxième épisode quand même. Ouais. Il y a le deuxième épisode qui, lui encore une fois... C'est pas encore, elle a bien agi. Non, exact. Puis, ils l'ont actionné, mais il n'a pas encore vu le... Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, dans la colère contre cette femme, je veux dire, son allure, le fait qu'elle est homosexuelle et très masculine, et il y a peut-être, elle crée peut-être un malaise aussi, en plus de ce qu'elle fait. Je veux dire, ouais, c'est ça, mais elle était bombardée d'un peu de tous les côtés, puis les gens, ça se voyait qu'il y avait beaucoup d'animosité, d'hostilité à travers toutes les autres personnes qui étaient à cette table-là. En fait, à l'extrait, tout le monde en parle. C'est ça, puis ils l'ont déjà fait, mais je pense que cette fois-ci, ils se sont vraiment repris. Admettons, de la fois où c'était Gabriel Leroy. Oui. C'est ça. Mais je pense que cette fois-ci, ils se sont vraiment repris parce que le montage, c'est correct, j'en ai tellement mangé, ça m'a raté. Mais c'est ça, je pense que le montage montrait que, justement, il avait essayé, c'était pas un salissage, je veux dire, on l'a vraiment laissé s'exprimer, puis on a vraiment inséré, je dirais, les séquences de cette interview-là qui étaient les plus intéressantes, pertinentes, puis qui la défendaient. Je pense qu'elle s'est vraiment bien défendue au travers de tout ça. Mais moi, je trouvais qu'elle a vraiment eu des couilles, là. Oui. Elle a vraiment eu plein de couilles de ce côté-là, mais aussi, tu sais, comment elle a géré ça, parce que tout le monde était contre elle, puis elle avait le gros sourire, puis elle riait, même si tu voyais qu'elle bouillait à l'intérieur. Puis à un moment donné, il y a eu des commentaires qui étaient aussi très déplacés, du genre « Ah oui, vous n'êtes pas payé pour penser ». Ouais, c'est ça. Puis là, franchement, j'ai pas dit, ça n'avait pas rapport. Ça veut pas dire que non plus, cette femme-là, elle a rien à se reprocher, ou qu'elle n'a pas, comme peut-être certains élans de colère qu'elle ne devrait pas juste garder à l'intérieur d'elle. Mais bon, tu sais, ça, à la limite, je veux dire, elle explique, là, elle a fait longtemps, elle a été police longtemps dans des quartiers extrêmement chauds à la ville de Montréal. Et tu sais, elle n'a pas habitude de genre jaser avec les gens, puis d'être genre vraiment sympathique. Tu sais, je pense que pour elle, c'est genre ça va au toast, instant, puis genre... Fait que selon toi, si les médias avaient fait une job plus complète par rapport à cette histoire-là, qui aurait été divulguée avant le fait qu'elle avait été blanchie, puis vraiment clairement, autant que le 30 secondes qu'il est diffusé, elle aurait peut-être fait face à moins de haine. C'est que les médias ont vraiment pris un côté avec ça, puis ils ont montré une opinion qui était comme juste blanche ou juste noire. Il n'y a pas eu beaucoup de nuances à apporter là-dedans. Puis souvent, c'était juste pour comme, apporter plus de grandes nouvelles. Puis tu sais, c'était tout le temps comme la nouvelle choc plutôt que la nouvelle importante. Tu sais, si t'avais comme...
C'était plus qu'est-ce que les gens veulent voir aujourd'hui, plus que qu'est-ce que les gens devraient voir aujourd'hui. Ça va loin parce que justement à cause de cet état d'esprit-là, on va divulguer ce que le monde veut entendre plutôt que ce qu'il y a vraiment à savoir. Ça a détruit quand même sa vie à elle. Ben oui, clairement. Parce qu'ils ont... C'est poche, là. C'est ça. Fait que ça va jusque-là, la sélection d'informations puis la désinformation que les médias exercent. Mais c'est pas de la je sais pas si c'est de la désinformation, je sais pas si on peut. Ben, c'est la manipulation de l'information, mais est-ce que c'est de la désinformation? Parce que c'est pas, on donne pas une fausse information pour, mettons, faire acheter plus quelque chose, ou on ne donne pas la fausse information. On essaie de t'informer, mais on essaie plus de divertir qu'on essaie de t'informer. Mais il y a eu une omission, dans le fond, de certaines informations qui auraient Tout ce qui a été dit était vrai, il y a eu des omissions d'informations. Mais je pense que, je veux dire, tu sais, puis on parlait tantôt de manipulation, plutôt d'influence. Enfin, je veux dire, les médias d'aujourd'hui, ils ont tout le temps une opinion. Oui. Puis ils ont tout le temps un point de vue. Mais ils ont un point de vue, ils n'en ont pas 40, ils n'en ont pas 50. Ça, c'est certain, mais c'est qu'à un moment donné, oui, on peut montrer un côté de la médaille, mais au niveau de la moralité, au niveau de l'éthique du journaliste, est-ce qu'à un moment donné, si un autre côté de la médaille devrait vraiment être vu, il ne devrait pas l'être? Je pense que c'est de moins en moins là, il est juste là. C'est ça. Plus ça va, puis moins c'est des nouvelles, puis plus c'est genre des nouvelles chocs. Une nouvelle choc, urgence, puis il y a comme la bande noire rouge qui apparaît, ça c'est... Ah ouais, demain? J'aime l'image. C'est ce qu'on voit dans cette partie-là, c'est ce qu'on va essayer de... Ben, c'est ce dont on va parler dans notre chapitre. Exactement ce que tu viens de dire, là, l'éthique et la morale dans les informations. Le sensationnalisme. Ouais, le sensationnalisme. Puis de faire la nuance entre quand c'est manipulé puis quand c'est de la désinformation aussi. Je pense qu'au travers de toutes les crises qui sont autant régionales que mondiales, de faire la nuance entre qu'est-ce qui est réellement arrivé puis comment est-ce qu'on peut travailler cette nouvelle-là pour vendre plus de journaux puis pour arriver à étirer aussi à... On s'entend qu'elle a duré longtemps cette nouvelle-là, là. Ça aurait pu se finir en 2 jours puis on aurait traité le sujet en masse, mais justement, comme tu disais, c'est qu'on a essayé de l'étirer parce que ça marchait. C'est ça, c'est poche. Ça vendait, oui. Ça fait vendre, tu sais. Besoin commercial. Oui, c'est ça. On est dans une société de consommation, puis à la fin, on consomme tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais voyons. Sur cette internet musicale. Alors, la désinformation, en fait, on va s'approcher peut-être un peu plus de ce côté-là. C'est différentes techniques, en fait, autant pour protéger des intérêts qui sont privés. Exemple, le SPVM, d'un côté, il a voulu se protéger aussi avec l'exemple de la matricule, en la suspendant immédiatement aussi pour se permettre d'aller tout de suite faire une enquête puis de voir réellement ce qui s'était arrivé. Puis, je veux pas, comme un peu tu mentionnais tout à l'heure, c'était d'influencer aussi puis de guider le public pour qu'il se fasse une opinion. Je veux pas rentrer dans un sujet trop chaud du rôle des policiers, là, mais dans le sens qu'on donne une arme à un policier, mais dès qu'il sort, on le réprimande immédiatement. Fait qu'après ça, pour eux, c'est difficile d'avoir un comportement et d'agir d'une façon. C'est ça. OK, donc moi, je vais créer vraiment aucun débat avec mon contenu, mais après avoir parlé du sensationnalisme, du traitement de l'information, puis de la manipulation d'informations par les journalistes, on trouvait ça intéressant de vraiment faire une entrevue avec une journaliste. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment savoir pendant cette entrevue-là? C'était les réalités et les pièges auxquels les journalistes font face. On voulait savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de divulguer ou non, puis on voulait savoir comment ça se passait aussi pour le traitement de l'information. Donc, j'ai fait une entrevue, on a fait une entrevue avec une journaliste de Radio-Canada au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, je vais vous dire en gros qu'est-ce qui a été dit. Donc, si je commence avec les sources, je vais passer quand même rapidement là-dessus, mais tout bon journaliste se doit d'avoir 3 sources pour que son reportage ou son article soit considéré comme étant béton. Encore là, ça dépend de la crédibilité qui est accordée à ces sources-là. Ensuite, lorsqu'on cite une source, ça doit vraiment être fait de manière intégrale et exacte. Tout ce que le journaliste a le droit de faire, c'est de corriger les fautes de français, mais encore là, il ne faut pas que ça change le sens ni la couleur de ce qui a déjà été dit. Si jamais quelqu'un est mal cité, là, le journaliste doit absolument apporter des correctifs à son article. Qu'est-ce que les journalistes ont le droit de dire? Les journalistes ont vraiment le droit de tout dire, sauf ce qu'ils se sont entendus de ne pas dire. Par contre, cette entente-là doit avoir été faite avant que l'information soit divulguée. Donc, ça ne peut pas être simplement quelqu'un qui dit une information puis qui se retire par la suite. Pour ce qui est des personnalités publiques, elles savent qu'elles ont affaire avec un journaliste. Donc, dans ce cas-là, le journaliste peut vraiment tout dire. Puis c'est là qu'il y a une petite nuance, parce que oui, le journaliste a le droit de tout dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il le doit? Le journaliste doit vraiment faire preuve de jugement, parce qu'ils apprennent beaucoup d'informations dans les coulisses, mais l'information ne sera pas toujours traitée ni divulguée parce que ce n'est pas pertinent et parce que ce n'est pas d'intérêt public.
Puis oui, chaque journaliste veut vraiment trouver l'extrait avec un grand E pour son reportage, puis le scoop avec un grand S, parce que c'est ce à quoi le public s'attend, mais c'est ce aussi à quoi les patrons s'attendent. Sauf que vraiment, il faut user du jugement, puis savoir qu'est-ce qui est d'intérêt public, puis qu'est-ce qui mérite d'être connu. Ensuite, si je passe aux pièges. Donc, les pièges, on a vraiment discuté d'un piège en particulier, qui est de devenir trop proche des spin docteurs et des agents de communication. Parce que oui, ça peut être les meilleurs alliés des journalistes, mais ça peut aussi devenir leur pire ennemi. Puis, en fait, la journaliste avec qui on a fait l'entrevue nous a montré un petit exemple qu'on va sûrement mettre dans notre chapitre, parce que c'est vraiment intéressant. C'est un exemple qui est arrivé à Radio-Canada cette année, qui démontre que devenir trop proche d'un agent de communication et créer trop un bon lien avec lui, ça peut parfois créer des situations malaisantes qui peuvent amener des petits problèmes. Donc, c'est M. Éric Cardinal, qui est conseiller principal pour la firme de relations publiques nationale, qui, dans le cadre de ses fonctions, a été en relation avec un reporter qui s'appelle Jean-Philippe Robillard. Donc, il faisait un reportage à propos de subventions qui était fait par Québec à la communauté Atikamekw-Obidjwan. Donc, ça, c'est au nord de l'Arctique, là, au Québec, pour le fonctionnement de son corps policier. Monsieur Cardinal, qui a fait la plainte, tout de suite après que le reportage a été diffusé, le reportage s'appelait « Amplifier l'importance de la criminalité pour avoir plus d'argent ». Donc là, on s'entend que ça ne sera pas tout de suite positif comme reportage. Mais le plaignant disait que c'était des informations inexactes, qu'il y avait des conclusions qui étaient basées sur des opinions et non sur des faits. En gros, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est que M. Éric Cardinal, il avait tellement créé une bonne relation avec le reporter, puis il avait vraiment créé un lien de confiance tout au long des recherches, qui était convaincu que le reporter, à la fin, il allait aller dans le même sens que lui, puis il allait faire un reportage favorable, puis il allait partager son point de vue. Puis vu que c'est pas ce qui est arrivé, oui, le journaliste a créé vraiment une bonne relation avec lui, mais vu qu'il a dit les faits, qu'il a vraiment dit qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai, bien là, ça a fait beaucoup de choses, parce que ça a fait une plainte, puis là, ça a été des grosses procédures. Fait que dans le fond, c'est ça, le journaliste a fait son travail, mais là, je n'ai pas de conclusion par tout, là. C'est ça, mon histoire. Ouais! Je sais pas de conclusion. Ben moi, j'ai embarqué sur ce qu'Ariane a dit, en fait, sur ce qui est vraiment arrivé, puis ce que nous, on voit, ça peut être différent. Fait qu'au départ, en faisant des recherches, je cherchais des images un peu choquantes. Alors, voilà, c'est choquant. Selon vous, qu'est-ce qui se passe sur cette photo-là? Il danse. OK. Mettons pour vrai. Ça ressemble à une manifestation qui tourne en mal. OK. Ça sent un high five, on dirait. Il est comme la main tendue, genre. En fait, moi, au départ, de la façon que je l'ai vu, c'est que je pensais que le gars allait frapper la fille avec son truc qui est un pour arrêter le feu. Voyons. Un extincteur? Un extincteur, ouais, c'est ça. Un extincteur, voilà. Mais en vrai, ce qui s'est vraiment passé, puis ça a fait le tour sur les réseaux sociaux, c'est que la fille s'en allait attaquer le garçon avec son extincteur, puis c'est lui qui l'a enlevé. Mais si on regarde la photo, tous les commentaires qui allaient autour, c'était encore un homme qui se prenait à une femme qui tentait de s'exprimer sur la voie publique, mais en réalité, c'est le contraire, c'est le gars qui était la victime dans tout ça. Donc, il faut toujours faire une nuance aussi, puis je pense qu'avec la continuité des médias sociaux qui prennent de plus en plus de place dans nos vies, il faut faire la nuance entre, puis avoir un esprit qui est critique face à ce qu'on voit, surtout avec, si vous regardez votre fil d'actualité Facebook présentement, parce que c'est sûrement ça que vous êtes en train de faire, il y a déjà des journaux, le journal de Montréal, puis toutes ces affaires-là, que des fois on voit le titre, puis on est comme « Ah ouais, pour vrai? » Puis là, tu regardes le titre en dessous, puis c'est comme « Ah! » Mais c'est parce qu'on a pris l'habitude de regarder le titre maintenant parce qu'il y a tellement de fausses informations qui circulent qu'on n'a plus le choix maintenant d'avoir le réflexe de regarder c'est quoi la source pour être certaine que c'est vraiment vrai. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé honnêtement de voir une affaire puis de texter tout de suite une personne « Hey, t'as-tu vu ça? Il est arrivé ça! » Ouais, mais t'as-tu regardé ta source? C'est même pas vrai. T'sais, parce que ça arrive souvent que l'information qui est là, en fait, est fausse. Bon, ça revient un peu à des exemples de tout ça. En fait, le jeu du téléphone, donc je vais raconter une histoire à Ariane me le raconter à Ellie. Finalement, ça va arriver que l'information au bout de la ligne va avoir pris beaucoup d'ampleur puis va avoir changé. Ce qui est un peu la rapidité, le fait qu'on est toujours connecté sur nos ordinateurs puis sur nos téléphones. Dès qu'on voit quelque chose sur notre ordinateur ou le téléphone, on le relaye tout de suite. Screenshot, c'est parti. Mais la façon que ça se passe aussi dans la rapidité, dans les crises, comme on peut penser un peu à Ottawa l'année dernière, qu'est-ce qui est arrivé dans le centre-ville, ça allait très très vite. Tout le monde était sur Twitter, tout le monde était sur leur texto. Hey, qu'est-ce qui se passe? T'es rendu où?
ah, il y a un tireur qui est là. Finalement, on ne s'était plus après combien de textos, combien il y avait de tireurs, combien il y avait de morts. Ce qui est un peu aussi arrivé avec la situation de l'Oregon de vendredi dernier. Au départ, il y avait 20 morts, puis finalement, on s'est ramassé avec 13. Donc, tu sais, il faut vraiment la rapidité du voyage de l'information. Puis aussi, l'information qui est rendue bidirectionnelle. C'est pas juste les médias maintenant qui émettent l'information, on est tous des créateurs d'information. Puis c'est pour ça que de plus en plus, ben, les sources sont de moins en moins fiables. Il y a une vidéo! Fait que Radio-Canada a regardé un peu aussi tout ce qui est la manipulation des images. Donc, on veut que ce soit sensationnel, encore une fois, comme Marianne disait, que la photo qu'on ait, ce soit la photo qui soit la plus choquante, puis qu'on ait le meilleur extrait. Donc, Radio-Canada a fait un peu un petit topo des photos qui ont été travaillées pour se vendre mieux dans les médias. Cette arrivée massive de migrants en Europe qui se poursuit ne plaît pas à tout le monde. Et Frédéric, il y a à ce propos justement beaucoup de désinformation qui circulent sur Internet. Effectivement, Céline Audiard, le contexte, on va prendre une photo, on va complètement réinventer l'histoire pour avoir vraiment le poids des mots et le choc de la photo. C'est un exemple assez évident d'ailleurs. Par exemple, on a vu circuler il y a peu ces deux photos qu'on a mis ensemble. Donc c'est forcément un djihadiste qui est dans le désert. Et là, finalement, on l'a retrouvé quelque part. Il est déjà rendu en Allemagne. Et ça, c'est une image qui a vraiment été distribuée sur tous les réseaux d'extrême droite, des partis xénophobes qui l'ont utilisé justement pour faire peur en Europe. Et c'est arrivé aussi peu après que l'État islamique ait fait part de sa prétention qu'ils avaient réussi à infiltrer des milliers de migrants à travers ces bateaux. Sauf que si on fait en fait une petite recherche, c'est qu'on remarque en fait que cet homme est en fait un ancien commandant de l'armée syrienne libre et donc en fait il s'est battu. Exactement, donc c'est une aberration totale. Autre exemple, ici on voit des réfugiés qui sont vraiment bâtis là, comme des armoires à glace qui vont venir nous tabasser chez nous. En fait, c'est une photo qui date de 2013, qui a été prise avec la garde côtière australienne, donc ça n'a aucun rapport. Ici, on a retrouvé une image, cet homme qui est arrivé jusqu'aux dents en Syrie, et là, il est arrivé aussi en train en Allemagne, et pourtant, c'est un Kurde qui, lui aussi, a combattu l'État islamique. Donc, on le voit, il y a plein d'amalgames comme ça que l'on fait jour après jour pour essayer de faire peur. Et des photos, il y en a beaucoup qu'on trouve évidemment sur le web. Regardez ici. Ils arrivent, ils sont aux portes de l'Europe, mais ça date de 91. Non, ce sont des Albanais qui essayaient de quitter pour l'Italie. Donc ça fourmille sur Internet. En fait, il n'y a pas de contrôle, alors c'est difficile de contrôler. Même la photo du petit Alan Kurdi qui a déclenché cet élan de solidarité, elle-même est contestée par ceux qu'on appelle les complotistes. Et oui, les fameux complotistes, évidemment, c'est forcément une manipulation. Regardez, c'est le gendarme turc, en fait, qui était déplacé, le petit Alan, pour le mettre dans un endroit avec une image beaucoup plus dramatique. Or, en fait, ce n'est pas le même enfant. En fait, c'était le frère d'Alan Kurdi. Donc, on le voit, les gens... un petit peu plus loin. Est un petit peu plus loin, c'est ça, exactement. Donc, mais c'est pas grave. Hein, plus on va le répéter, plus les gens vont croire, surtout lorsque c'est un message qui porte... Alors, vous allez avoir la vidéo dans son intégralité dans notre chapitre, c'est à lire. Puis, on va continuer parce qu'on a plein d'autres choses à dire. Oui, mais c'est moi qui vais avoir la dernière intervention, en fait. Peut-être que vous avez vu passer sur Facebook, j'ai posé une question aux étudiants africains avec qui on travaille pour comparer un peu des deux cultures, pour voir ce qu'ils en disaient. Je vais vous faire un résumé des réponses. Puis si vous trouvez ça intéressant, en fait, vous allez pouvoir retrouver toutes les réponses sur le groupe Facebook dans leur intégralité. J'ai demandé aux étudiants africains, avec le débit constant d'informations reçues sur Internet, est-ce qu'ils sont encore sensibilisés un peu à toute cette information-là? La majorité des réponses me disaient que oui, ils sont sensibilisés, mais avec beaucoup de retenue. En Afrique, de ce que j'ai pu voir à travers les commentaires, l'arrivée d'Internet est récente encore. L'arrivée de la télévision dans les foyers n'était pas dans tous les foyers encore. J'ai eu une réponse, je vais vous le lire dans l'intégralité parce que je trouvais ça très très intéressant. Néanmoins, ces derniers temps, l'accès de plus en plus important au câble permet à de nombreuses familles d'avoir accès aux chaînes satellitaires panafricaines comme Africa 24, Africable ou Télésud. Mais il a apporté une nuance que ces informations-là sont pas toujours, vu qu'il y a beaucoup de compétition qui s'en vient entre ces câbles-là, et pas toujours véridique. Ils envoient l'information très rapidement pour essayer d'avoir toujours l'information la plus récente. Puis on sait qu'envoyer de l'information aussi rapidement, c'est pas toujours véridique.
Donc, ce qui se retrouvait dans la plupart des réponses, c'est qu'ils regardent les médias français. C'est aux médias français qui font le plus confiance pour aller chercher leurs informations. Ce qui est un peu dommage quand on sait qu'eux-mêmes en Afrique ont leurs médias, mais qui préfèrent aller les chercher en France pour aller chercher leurs informations. Puis ça, ben, ça amène l'autre question pour vous. Vous, est-ce qu'au Canada, vous trouvez que c'est la même chose? Est-ce que vous trouvez que... Qu'est-ce que vous pensez du gros flot d'informations qu'on reçoit tous les jours comme ça? Est-ce que vous faites encore confiance à ça ou vous avez certaines réserves? Plus vous répondez vite, plus ça va être terminé. Comme on parlait tantôt, je pense que c'est plus la capacité d'en prendre et d'en laisser. Là. Même s'il y a beaucoup d'informations, on est capable de dire, bon, ça, je pense que ça n'a pas nécessairement rapport versus ça, c'est plus pertinent. Je pense que c'est plus ça qui fait la différence que la quantité d'informations. Est-ce qu'il y a un autre point de vue à ce sujet? Mais quand même, l'événement de la Syrie là, dont Elisabeth parlait au début, qui est-ce qui n'en avait pas du tout entendu parler? Tout le monde, le vendredi, vous en aviez entendu parler? Vous aviez repéré cet événement-là dans l'actualité? Donc ça veut dire qu'ils ont su regarder certains événements importants dans le flot. Je sais pas, là, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de réponses. Mais en tout cas, c'est pas grave, là, quand cela tient. Ben, on peut y aller honnêtement. Tantôt, on était juste ensemble autour de la table, puis Elisabeth, elle nous a clairement demandé qu'est-ce qui s'est passé vendredi dans l'actualité. Il se rappelait même pas qu'est-ce qu'il avait puis, fait. c'est ça. Fait que là, on s'est mis à se questionner de hey, est-ce que finalement, des fois, ça passe, mais on n'a pas nécessairement, on n'enregistre pas nécessairement l'information. Puis, si Élie n'avait pas nécessairement soulevé le point, sûrement que je l'avais vu 2 jours en retard ou que je pense que c'est ce matin en lisant que finalement, tu es rendu à page 4 que je m'en ai rendu compte. Mais si on ne prend pas nécessairement conscience de ce qui se passe dans le day-to-day, à tous les jours, sur le front page, ben c'est un peu différent. Ça vaut passer si on n'est pas curieux. Ben, c'est surtout le fait aussi que les journaux québécois que j'ai sortis ne l'avaient pas du tout en une. Moi, c'est Le Monde et c'est Le Figaro là, que je l'ai vu. Là. Je ne l'ai pas vu la presse, parce que j'ai vu les nouvelles internationales sur la Presse Plus, mais sinon, il n'était pas en une d'aucun journal québécois. Mais moi, j'ai l'impression quand même, est-ce que vous lisez plus les journaux ou vous vous informez plus avec Facebook, votre fil Facebook? Comment vous vous informez, autrement dit? Les journaux? Oui? Les journaux, la presse mobile. Ouais. Donc, vous lisez encore un journal intégralement? Parce que quand on se fait un fil Facebook, dans le fond, on voit juste les titres qui défilent, et là, on peut vraiment être complètement abasourdi. Oui. Et aussi, moi, je travaille, puis la radio est toujours ouverte en continu tout le temps. Fait que les nouvelles, on les entend tout le temps. La radio? Oui. Ça peut être une belle façon, même si on les voit pas. Toi, tu écoutes la radio beaucoup? Ben, j'ai pas le choix d'être ouverte quand je travaille. OK. Mais c'est quelle radio? Parce que c'est ça, encore là, c'est le choix de la source, là, tu vas pas vraiment l'avoir. C'est comme, moi, mettons, j'écoute Week-end, mais ça va passer à Week-end, ça passe à Radio-Canada. Fait que ça dépend toujours aussi du choix de radio que tu vas avoir, ça va sélectionner certaines nouvelles qui vont être utilisées. Mais moi, par exemple, le fil d'actualité Facebook, je l'utilise vraiment pas pour l'actualité. Non? Personnellement. Là. Tu n'es pas abonné à Radio-Canada? Oui, je suis abonné, mais j'utilise vraiment plus d'aller chercher l'information. C'est comme fil d'actualité. Oui, c'est ça. Si tu veux des nouvelles un peu écologiques, fie-toi là-dessus. Mais si tu veux quelque chose de sûr, tu veux vraiment trouver la source facilement et être certaine que tu as la bonne information, puis soit pas à ce que tu vois sur Facebook. Pourtant, c'est super intéressant parce que Facebook, tu peux comparer les sources. Si tu t'abonnes, par exemple, moi je suis abonnée à plein de journaux africains et je vois de la façon dont ils vont aborder chacun la même nouvelle, ça me permet de comparer tout de suite. Ça dépend aussi quelle page tu suis. Mettons, tu suis la TVA Nouvelle et Radio-Canada, puis les trucs comme ça, ça va être sûr que l'information va être la même sur Facebook que sur le journal du soir. Ouais, mais l'angle peut être selon les médias. Ce que tu vois, c'est ce que tes amis ont aimé, puis que tu crois que ce que tu vois là, c'est sûr que c'est pas la même information. Tu ne vas pas directement. Et je voudrais savoir, vous écoutez plus... Attends, on va faire... Qui écoute le plus la radio pour s'informer? Personne. Les journaux, donc c'est tout le monde. Oui, la télé. Beaucoup la télé quand même. Est-ce que c'est le plus, le téléjournal, non? Et Internet, donc les sites, quand même. Et Facebook, moins donc.
Facebook, c'est plus pour les amis. Bon, ça dépend. Et Facebook, est-ce que l'hyperlien est là? Ça revient toujours à un lien Internet. Oui, oui, oui. Facebook, c'est un moyen de diffuser l'information, c'est sûr. Ça a toujours des gens qui ouvrent le journal et qui font juste lire les gros titres. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Ben, c'est ça qui mettrait fin à notre expérience. Mais là, attends, non, non. Non, là... On met fin au martyr, mais finalement... Non, c'est pas fini. On continue. C'est pas fini parce que vous devez, maintenant que vous avez fait toute cette réflexion, répondre à la question. Oh mon Dieu. C'est-à-dire vers de la question de recherche. Oh oui, c'est vrai. Un titre. C'est pour ça qu'on est ici. Mais oui. Mais c'est pas une question. Ouais. C'est pas une question. C'est plus un titre. Moi, je le voyais comme ça. Ça, c'est un thème. Ah oui. Mais c'est dans votre thème, vous devez... Le mandat, c'est de répondre à la question. Donc, comment on peut réconcilier, enfin, au lieu de diviser, voyons, quelqu'un peut la lire, là, la question de recherche? Vous devez la connaître par cœur. Comment la culture et la communication publique peut-elle revitaliser le désir de vivre ensemble et de concitoyenneté? Vous vous souvenez de ça? Oui. Bon, alors, dans les médias, comment les médias... Attends, c'est ça la conclusion de votre chapitre. Oui. Sachant que les médias sont comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour utiliser les médias au lieu de diviser les gens, les polariser entre pour ou contre matricule 728, pour ou contre les migrants, etc., pour lutter contre la Comment on désinformation? pourrait favoriser le vivre ensemble avec les médias? Finalement? Oui, comment on peut faire? C'est ça la question. Grosse job, ça, là. Mais, Je pensais qu'on avait toute la session pour y réfléchir. mais oui, mais là, c'est l'occasion de Là, c'est brainstormer. notre réponse. Ou la classe, tout le monde peut, si vous avez des idées. Non, c'est pas vrai, c'est blanc. Non, mais tout le monde, pas juste vous, là, tout le monde. Ah bon, participez. Vous allez écouter notre exposé. Ceux qui ont été journalistes ou qui vont être journalistes. Thomas, quand tu vas être journaliste? Ah oui, dis. Allez, Claude. Tout repose sur quoi? Ben, d'abord, selon moi, il faut d'abord que nous, les journalistes, pas juste les journalistes, les médias aussi, parce que je sais que les journalistes ont de très bonne volonté, mais les patrons ont une grosse influence, c'est de revenir à l'essence même du métier, qui est d'informer la population dans le meilleur contexte possible. Il n'y a pas une façon parfaite de le faire, c'est impossible d'être objectif à 100%, comme mon prof de journaliste disait si bien, parce que j'ai des opinions quand même. Mais est-ce que tu penses que si, mettons, les médias dans un monde idéal, dans un monde que l'autre, restaient totalement impartial? Ben, je pense qu'ils sont quand même. Moi, je regarde des médias du Québec, des États-Unis, en Europe. Et sincèrement, qui connaît Fox News, là, c'est pas de journaliste, sincèrement. Ici, on n'a pas ça. Ici, il n'y a pas de journaliste qui prend vraiment un parti pris pour un parti politique. La presse n'est pas avec le Parti libéral parce que Desmarais, ils sont au libéral. Le journal de Montréal n'est pas avec les PQ parce que Pelado était chef. Il n'y a aucun journal qui fait ça, puis il ne faut pas qu'il y ait de ça. Même s'il y a du monde qui le croit. Oui. C'est ça, c'est ici, dans des pays qui sont tous développés, sauf que là, nous, en ce moment, on travaille en collaboration avec des étudiants africains, c'est pas ce qu'ils nous disent, eux, de leur côté. C'est certain, parce que eux autres, je pense que, je ne connais pas, puis je ne sais pas comment c'est la situation, mais il y a des pays que je sais que la façon dont les médias sont gérés, c'est comme ils étaient gérés ici il y a environ 100 ans. Un média pour un parti politique ou un média pour tel chef pour faire une propagande. Ouais. Mais c'est certain qu'ici, ce qu'il faut, c'est la libre circulation d'informations. Puis, je pense que si il y a un travail conjoint, parce qu'on disait que les journalistes citoyens de plus en plus importants, si on réussit à trouver maintenant un équilibre, justement, entre la collaboration citoyenne dans la création, la création et la diffusion de l'information et le travail journalistique, ça pourrait être intéressant. Mais c'est un processus qui va être très difficile parce que on l'avait même dit dans votre exposé, c'est des sources pas toujours fiables à 100%. Parce que nous autres, quand on est journalistes, comme moi, mes profs disent, vérifie 1, 2, 3, au moins 6 fois ce que tu as vu une telle information. Ce que je fais d'ailleurs. Mais... Oui. Donc là, on a des... C'est ça, c'est parfait. Donc notez, vous avez des éléments pour votre conclusion. L'éthique du journaliste, vous en avez parlé, lui revient là-dessus. Donc vraiment d'ouvrir l'esprit, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon cours d'éthique, d'ouvrir l'esprit des futurs journalistes aux grands enjeux de société pour qu'ils comprennent l'impact de ce qu'il dit, de ce qu'il fait sur la population, sur la culture en général. Ça, c'est un premier élément. Mais si vous repensez à cette question de la une, là, c'était super intéressant, votre sélection de une. C'est Elisabeth. Oui. Non, mais je veux dire, parce que la une, c'est ce qu'on, quand on va faire nos courses au IGA, tout ça, même si on n'achète pas le journal, on voit la une. Donc c'est vraiment
c'est crucial, la une. Bon, ben, est-ce que ce ne serait pas de développer un peu une sorte de responsabilité sociale des éditeurs pour que la une... La semaine dernière, c'est de légiférer. C'est de légiférer. Il n'y aura rien. Le rapport des vœux et la commission Ken, c'est un bon exemple. Tant que ce ne sera pas inscrit, le conseil de presse, les entreprises, le conseil de presse n'a aucun pouvoir de décision. Mais si on prend l'autorité des marchés financiers, par exemple, ça existe pour protéger le public. Si le vendeur d'assurance n'est pas correct, il perd son permis de devenir un vendeur d'assurance. On se comprend? Mais quand on parle d'un journaliste, quelqu'un va faire de la désinformation, puis il va manquer au code d'éthique, il va avoir des plaintes au conseil de presse, le gars il garde son micro, il garde sa plume, il ne fait rien. C'est ça. Mais moi, je parlais plus là de la une, quoi, que les journaux retrouvent la mission, comme vous l'avez dit, d'éveiller le lecteur, au lieu de viser uniquement à le satisfaire comme un client, mais de se rappeler qu'ils s'adressent à des citoyens et qu'ils ont un rôle d'ouvrir l'esprit des gens. C'est parce que je pense que qu'est-ce qui va être difficile par rapport à ça, du moins c'est le contexte économique en fait. C'est le contexte dans lequel, c'est des entreprises, puis veut pas, c'est quand même à but, somme toute, lucratif pour certains. Donc, c'est là que c'est plus difficile, c'est de jouer contre l'argent, de jouer contre les publicitaires, de jouer contre le public cible qui est supposé être le lecteur principal, puis d'aller chercher, de développer la curiosité de ce public-là, de développer l'intérêt pour l'international, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à faire. Puis c'est de travailler dans ce sens-là totalement, mais de réussir à le faire, c'est vraiment une autre chose. Et par exemple, René Lévesque, dans les années 50-60, il avait une émission de télé extraordinaire où il expliquait l'actualité internationale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler de ça? Comment ça s'appelait? Point de mire. Point de mire. Puis je veux dire, il est devenu extrêmement populaire et il a fini Premier ministre, là. Hein? On se comprend qu'il n'a pas été jugé. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que les médias méprisent un peu le public en leur donnant seulement des informations, comme tu disais, genre people et machin chose, alors que moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui pourraient être très intéressés parce qu'on est dans une société de plus en plus multiculturelle. On est curieux de voir, mais c'est qui tous ces gens-là qu'on voit dans l'autobus, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais il y a un certain mépris, je dirais. Puis quand faites attention, vous aussi, quand dans le fond, vous répétez, vous justifiez un peu, là, je ne veux dire pas vous personnellement, mais je veux dire, quand on justifie le choix des médias en disant « Ah, ils font ça pour des raisons économiques », vous leur donnez un argument, dans le fond, et vous dites « C'est l'argument économique qui prime ». Mais on pourrait relancer l'idée, attention, il y a des médias citoyens qui se mettent en place parce qu'ils sont plus satisfaits justement que de ce que vous offrez. À un moment donné, bougez, faites quelque chose. Mais je ne pense pas que c'est de leur donner une possibilité d'avoir un argument. Je pense que c'est simplement de mettre les faits sur la table, puis après ça, avec ces faits-là, de pouvoir dire, OK, ben, on s'organise comme ça pour faire changer les choses. Parce que si de toute manière, on reste un peu aveugle à ce genre de contexte-là, je veux dire, le contexte économique, on ne peut pas le nier. On peut absolument pas le nier, on est dans une société de consommation, puis ces gens-là vont aller essayer de tirer leur épingle du jeu. Alors, on peut se dire que les médias publics, le seul média public qui existe, là, c'est Télé-Québec et Radio-Canada. En ce moment, on est en pleine campagne électorale, ces deux médias publics sont menacés. En tout cas, Radio-Canada, c'est très clair, est menacé. Il faudrait en faire un enjeu de débat public. Si c'est le seul média indépendant qui vise justement à développer la citoyenneté, il faut l'appuyer, il faut faire quelque chose. Mais justement, comme c'est public, pour travailler un peu avec des films comme ça, mais quand c'est public, justement, on est en élection, il marche souvent sur des œufs. Comme exemple, je travaille avec Parc Canada, qui sont les parcs de la nature. Puis quand c'est le temps de faire la promotion et tout ça, il faut tout le temps mettre les choses sur hold, parce que justement, on est en campagne électorale et qu'ils n'ont pas le droit de bouger. Fait que ça reste aussi un peu la même chose dans les médias, que les médias qui sont publics doivent vraiment faire attention à l'information qu'ils vont divulguer, puis faire attention aussi sur les positions qu'ils vont prendre, parce que justement, on est dans une situation qui est instable, parce qu'on n'a pas de gouvernement. Donc. Oui. Non, je comprends. Mais moi, je parle des citoyens, parce que notre cours, l'enjeu du cours, c'est la citoyenneté. Si on se dit que la citoyenneté passe, enfin, c'est un peu ce que vous nous dites, passe par une plus grande ouverture d'esprit des citoyens sur le monde, un plus grand esprit critique, on en a assez parlé. Est-ce que la citoyenneté devrait pas, un enjeu de citoyenneté devrait pas être renforçons nos médias indépendants, c'est-à-dire nos médias publics. Oui. C'est comme une conclusion que je tire de votre par rapport à la question de recherche. Oui, mais là actuellement, je pense que oui, c'est une très belle conclusion. C'est quelque chose dans lequel il faut travailler pour aller vers, mais je veux dire. Il n'y a pas de mais.
On travaille pour aller vers. On travaille dans ce sens-là, voilà. Alors, je vais vous parler de la notion d'utopie, si ça continue, de révolution, de changement social. Voilà. Vous êtes résigné devant l'état des faits. Je pense que on comprend. Non, mais je veux dire, vous avez très bien montré l'importance vitale pour la démocratie d'avoir des médias indépendants qui pensent à éveiller les citoyens plutôt que seulement à leurs problèmes économiques. Donc, appuyons les médias indépendants, publics. Vous comprenez la logique? Parce que c'est eux qui vont probablement le plus chercher à vous ouvrir l'esprit sur le monde. Et les médias citoyens. Puis je vous en mets assez sur Facebook, hein? Vous en avez vu là, il y en a plein qui offrent de l'information alternative, si vous voulez. Mais oui, c'est fini. Merci.